Bien, alors on va reprendre le cours concernant la technologie XML et Web Service. On peut commencer? Donc on va reprendre le cours concernant la technologie XML et Web Service. Donc je rappelle juste, nous sommes à la 3e séance. Donc pendant les 2 dernières séances, en fait, il y a quelqu'un qui a l'audio? Alors pendant les 2 dernières séances, donc on avait expliqué les concepts de base de la technologie XML, les fondamentaux si vous voulez. Et en même temps, nous avons vu quelques applications, quelques exemples d'applications. Et comme toujours, donc je vais commencer d'abord par rappeler quelques concepts de base, histoire d'abord pour un peu rafraîchir un peu votre mémoire. Et en même temps, parce qu'il y a des nouveaux inscrits parfois, pour ne pas trop se perdre dans la suite bien sûr du cours. Voilà, donc je rappelle que en fait, d'abord, ce qu'il fallait retenir, c'est que la technologie XML, c'est une technologie qui a été créée principalement, c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. C'est-à-dire permettre aux entreprises d'échanger des données. Et donc ces données-là, ils sont structurées de façon à ce que les applications des entreprises vont comprendre facilement, bien sûr, ces données. Et généralement, dans les systèmes d'information, souvent, les données des entreprises sont stockées souvent dans des bases de données, dans la majorité des cas, des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Mais aussi, donc, il y a d'autres SGBD, NoSQL, notamment. Tout ça, vous allez voir dans les cours qui concernent l'écosystème Big Data. Donc, généralement, les données sont stockées dans des bases de données, souvent. Dans la majorité des cas, c'est des bases de données relationnelles. Donc, je rappelle juste la notion base de données relationnelle. Ça veut dire que les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations. Et puis, donc, les applications, parfois, ils vont aller vers les bases de données, ils vont chercher des données. Et puis, ces données-là, on va les convertir au format XML. Et par la suite, ces données vont être envoyées vers un autre système d'information pour qu'il puisse les traiter et les utiliser dans son contexte. Donc, ce qui fait qu'on avait rappelé un peu, c'est-à-dire une correspondance, on avait fait une correspondance entre le monde relationnel que vous connaissez et la technologie XML que nous sommes en train de faire. Et donc, nous pouvons dire qu'un document XML, c'est aussi un document XML, c'est aussi une base de données. Donc, vous pouvez dire qu'un document XML, c'est une base de données. Sauf que les données qui sont stockées dans un document XML, c'est des données qui sont organisées de manière hiérarchique. Donc, il s'agit bien de ce qu'on appelle d'une base de données hiérarchique sous forme d'un arbre. Donc, déjà, c'est la première des choses. Quand on parle XML, on parle d'une petite base de données hiérarchique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, c'est qu'un document XML, il n'est pas fait pour remplacer les bases de données. Donc, il ne faut pas se tromper. Un document XML, il n'est pas fait pour remplacer une base de données réelle, par exemple relationnelle d'une entreprise. Pourquoi? Parce que XML, il n'est pas fait pour stocker toutes les données de l'entreprise. C'est-à-dire, l'un des inconvénients, si vous voulez, des bases de données hiérarchiques, c'est que quand la quantité de données devient très importante, si vous voulez, quand l'arbre devient très grand, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps pour rechercher une information dans l'arbre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, les bases de données, par exemple un document XML à une base de données relationnelle en termes de quantité de données qu'on peut stocker. Donc XML n'est pas fait pour remplacer les bases de données relationnelles, mais plutôt c'est pour transporter une partie des données d'une base de données vers une autre base de données, c'est-à-dire vers un autre système d'information. Donc, c'est pour échanger les données entre les systèmes d'information. Donc, ça, c'est XML, il est fait pour ça. Autre chose, c'est que pour lire et exploiter les données d'un fichier XML, nous utilisons ce qu'on appelle un parseur XML. Donc, le parseur XML, c'est quoi? C'est une application. C'est une petite application de quelques kilo-octets
euh, que vous allez retrouver partout vos téléphones portables, dans les cartes à puce que vous pouvez trouver partout. Donc, c'est des parseurs XML, c'est des applications qui permettent d'exploiter, de lire et d'exploiter les données d'un document XML. Chercher par exemple des informations, ajouter des informations dans un document XML. Et bien tout simplement, le parseur XML, c'est à peu près l'équivalent de, si vous voulez, pour les bases de données relationnelles, c'est l'équivalent d'un système de gestion de bases de données. Okay. Donc, un système de gestion de bases de données relationnelles, c'est quoi? Ben, c'est une grande application qui permet de gérer les données d'une base de données relationnelle. C'est ce qu'on appelle les SGBDR, comme par exemple MySQL, comme Oracle, comme SQL Server, c'est des SGBDR. Alors, vous pouvez dire qu'un parseur XML, c'est à peu près, c'est un petit système de gestion de base de données. Sauf que c'est une petite application, mais qui permet de gérer les données qui se trouvent dans un document XML. Et un document XML, c'est une base de données hiérarchique. Alors, autre chose, ça, on le sait, une application, pour qu'il puisse exploiter, pour qu'il puisse interroger le SGBD relationnel, pour pouvoir demander à un système de gestion de base de données relationnelles, par exemple, de chercher des données, ou bien d'insérer des données, ou bien de supprimer des données, l'application a besoin d'utiliser le langage SQL. Donc, le langage SQL, c'est le langage qui est utilisé, c'est pour poser des questions au système de gestion de base de données relationnelles. En quelque sorte, c'est le langage d'interrogation des systèmes de gestion de base de données relationnelles. Select, insert, update, delete. Bon, ça, c'est quelque chose que vous allez faire dans les bases de données, que vous faites déjà. Et donc, une application développée avec n'importe quel langage, que ce soit une application web, ou bien mobile, ou bien desktop, pour qu'il puisse accéder aux données, pour qu'il puisse gérer les données d'une base de données, il a besoin de communiquer avec le système de gestion de base de données relationnelles en envoyant ce qu'on appelle des requêtes SQL. Le SGBD va traiter cette requête et après, il va retourner les résultats. Alors ça, c'est le modèle relationnel. Alors pour le cas de XML, l'équivalent de SQL, c'est ce qu'on appelle expat. Donc c'est-à-dire que pour qu'une application puisse interroger, pour demander au parseur XML d'aller vers le fichier XML, de chercher des données précises, on aura besoin d'utiliser un langage qui s'appelle expat. Donc expat, c'est à peu près l'équivalent de SQL. Donc avec expat, on peut poser des questions au parseur, et après le parseur, il va vers le fichier XML, et après, il va nous chercher les informations souhaitées. Donc c'est à peu près, c'est-à-dire ça, on l'a beaucoup expliqué dans la première séance. Donc pour les gens qui n'ont pas vu la première séance, je vous rappelle que l'enregistrement, il est sur Classroom, et il faudrait revenir sur ce contexte, c'est-à-dire pourquoi XML a été créé. D'abord, c'est pour automatiser l'échange des données entre les systèmes d'information. Et après, donc, les concepts de base de XML, donc ça c'est juste pour un petit peu rappeler des éléments. Alors, autre chose, c'est que la technologie XML, un document XML, il est basé sur un principe, à savoir c'est la séparation de trois choses. Les données, c'est-à-dire les données sont stockées dans un fichier séparé, c'est ce qu'on appelle le fichier XML. Et puis, la structure des données, et la structure des données, elle est également stockée dans un fichier séparé. Et puis la troisième partie, c'est la mise en forme. Et donc, pour déclarer la structure d'un document XML, nous avons deux solutions. Soit utiliser ce qu'on appelle les DTD, Document Type Definition. Donc pendant les deux dernières séances, nous avons vu comment travailler avec les DTD. C'est très simple. En résumé, avec DTD, on va déclarer, on va dire, l'élément racine, c'est biblio. Biblio contient plusieurs étudiants. Chaque étudiant contient plusieurs livres. Et chaque livre est défini par quel attribut, etc. Donc, avec quelques instructions, on arrive à déclarer une DTD. On arrive à déclarer la structure d'un document XML. Alors, la deuxième solution, c'est utiliser ce qu'on appelle les schémas XML. Et ça, on n'a pas encore vu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire, nous allons remarquer déjà que les DTD ont un certain nombre de limites. Et à partir de ces limites-là, donc il y a une autre façon pour déclarer la structure d'un document XML. C'est ce qu'on appelle les schémas XML. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui.
Alors, la troisième partie, c'est la mise en forme. Et pour la mise en forme, c'est-à-dire comment ces données vont être affichées. Et généralement, on va utiliser ce qu'on appelle des feuilles de style. Alors, parmi les langages qu'on va utiliser pour créer des feuilles de style, il y a XSL, XML Style Sheet. Ben, nous avons déjà vu comment créer des feuilles de style XSL. Et par exemple, l'idée principale, c'est toujours c'est que vous avez ça, vous avez le parseur XML. Et ça, c'est important, le parseur XML. C'est un petit moteur de base de données. Alors, ce parseur XML, quand vous lui donnez un document XML, vous lui donnez quoi? Vous lui donnez les données XML, c'est les données. Bon, les données, c'est un arbre, c'est les structures des données. Et après, vous lui donnez la structure des données. Et la structure des données, ça peut être soit DTD ou bien schéma XML. Alors, généralement, un parseur XML, quand il va lire les données, quand il va les charger en mémoire, il va vérifier si ces données-là respectent la structure qui est déclarée dans la DTD. Alors, si vous avez un document XML qui possède une DTD, c'est ce qu'on appelle un document XML valide. C'est le terme. Un document XML valide, c'est un document XML qui est bien formé, mais qui, dans la structure, est déclaré dans une DTD ou bien dans un schéma XML. Alors ici, donc, vous voyez donc qu'il y a DTD ou bien XSD. C'est ce qu'on va voir. Alors XSD, c'est schéma XML. Donc ça, c'est les deux solutions qu'on va essayer donc d'utiliser. Et puis donc, vous lui donnez une feuille de style XSL. C'est-à-dire, voilà les données, voilà la structure des données et voilà la mise en forme. Qu'est-ce que je veux avoir? Et bien, si vous donnez ces éléments au parseur XML, il peut vous générer à la sortie, par exemple, un document HTML. Donc, c'est-à-dire un document HTML dans lequel je vais avoir des tableaux, je vais avoir des couleurs et tout ça. Donc, c'est la mise en forme. On peut générer un document SVG sous forme de graphique. On peut générer des formats d'affichage. Ça dépend des cas. Donc, on peut avoir, par exemple, des situations où on va générer des documents format Excel ou bien en format PDF, je ne sais pas quoi. L'essentiel, à la sortie, je veux voir des documents, je veux imprimer quelque chose. Et qu'est-ce que je vais imprimer? Je vais imprimer par exemple une page HTML, mais les données qui se trouvent dans cette page HTML, ils proviennent d'où? Ils proviennent de XML. La structure des données que j'ai utilisée, elle est déclarée dans une DTD. Et la mise en forme, elle est décrite dans une feuille de style XSL. Donc voilà, donc ça c'est un petit rappel donc sur le contexte, c'est quoi la technologie XML et voilà donc la structure d'un document XML. Alors aujourd'hui, comme je disais, l'objectif c'est de voir les schémas XML, c'est-à-dire au lieu des DTD, nous allons voir comment créer les schémas XML et on va essayer de voir quels sont les avantages par rapport au DTD. Alors d'abord, la première des choses, c'est que quand on utilise les DTD, alors pour un petit peu, on va dire, éclaircir un peu plus le contexte, je vais partir sur un exemple, parce que c'est à partir d'un exemple qu'on va essayer donc de montrer comment utiliser les schémas XML. Supposons j'ai un exemple de document XML. Alors ça, c'est un exemple de document XML, que vous voyez ici, dans lequel je présente un rapport. Un rapport donc, qui contient plusieurs mandats. Bon, je suppose que donc un opérateur de transfert d'argent. Donc ici, donc il manipule, vous savez, il y a Wafa Cash ou encore
comment dire, cache express, des choses comme ça, bah, on imagine que il y a des opérateurs qui sont, qui utilisent, qui permettent de transférer des fonds, c'est de l'argent, sous forme de mandat. Et puis, il y a par exemple, il y a par exemple Banque al Maghrib, n'est-ce pas? Alors, la Banque du Maroc, par exemple, il a besoin de réguler, c'est-à-dire ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, si vous voulez, comme arbitre, ben, il va demander aux opérateurs de fournir quotidiennement ou bien mensuellement des rapports. Et sur ces rapports-là, on voudrait, par exemple, en tant que, par exemple, la Banque centrale du Maroc, je voudrais avoir tout ce qui se passe donc, en termes de transfert. Et comme ça, je peux faire des data analytics pour faire des statistiques, pour regarder, pour contrôler, etc. Bon, bref, donc je suppose que je suis dans cette situation. Ben, du coup, donc, on va se mettre d'accord sur un format imposé, par exemple, par l'opérateur de régulation. Et ce format est le suivant. Donc, j'ai un rapport qui contient plusieurs mandats. Alors, chaque mandat est défini par un numéro, la date, le montant et son état. Est-ce qu'il a été reçu ou pas? Et puis, à l'intérieur du mandat, vous avez deux éléments. Il y a l'expéditeur et le destinataire. Alors, l'expéditeur, il est défini par son CIN, le nom, le prénom et la ville. Et le destinataire, j'ai CIN, nom, prénom, ville. Bon, c'est un document XML simple, comme ça. Donc, on va essayer donc de voir comment le traiter. Alors, supposons, donc ce document XML, donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va faire une représentation de l'arbre XML. Alors, pour faire une représentation graphique de l'arbre XML, vous allez dire que le document XML, c'est quoi la racine? Rapport. Donc, je définis l'élément rapport comme racine. Parce qu'un document XML doit avoir une racine. Une base de données hiérarchique, il a une racine. C'est un arbre. Et dans le rapport, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs mandats. Donc, on va utiliser plus. On va faire un plus ici. Et on va mettre un rectangle. Et on spécifie ici mandat. Comme ça. Parfait. Alors, chaque mandat a des attributs. Alors, quels sont les attributs? Il y a le numéro. Alors, pour les attributs, on a l'habitude de mettre arrobas comme ça pour indiquer que c'est un attribut. Donc, il y a le numéro du mandat. Quoi d'autre? Il y a la date. Il y a le montant. Et puis, il y a l'état. Alors, l'état ici, donc, je suppose que c'est un type énuméré, c'est-à-dire dont la valeur peut être soit reçue ou bien non reçue. Et puis, à l'intérieur du mandat, il y a un expéditeur et un destinataire. Donc ici, donc, il y a un expéditeur. Alors, c'est un élément. Donc, je mets un rectangle. Expéditeur. Allez, stop. Donc, il y a un expéditeur. Alors ici, donc, si je peux mettre un, comme ça. Mais si vous mettez rien, parce que là, si je mets plus, ça veut dire un à plusieurs, il y a plusieurs. Ici, donc, si je mets rien, ça veut dire il y a un et un seul. Et l'expéditeur est défini par ses attributs. Alors, il y a le CIN, il y a le nom, il y a le prénom et ville. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a le destinataire.
Et la même chose, les mêmes attributs. CN, nom, prénom et ville. Donc vous voyez donc ce que je viens de faire là, c'est important. Parce que quand est-ce qu'on schématise notre arbre XML, c'est quand les partenaires, les entreprises, vont se réunir, ils vont se mettre d'accord, ils vont dire les données qu'on va échanger doivent avoir cette structure. C'est-à-dire le document XML qu'on va échanger doit respecter cette structure. Alors maintenant, ça c'est bien visuellement de voir un peu la structure de l'arbre XML, mais maintenant il faut l'implémenter. Il faut implémenter cette structure en utilisant, donc nous avons deux solutions, soit DTD ou bien les schémas XML. Alors je vais d'abord rappeler, je vais créer la DTD, et après par la suite je vais essayer donc de faire une transition vers le schéma XML. Alors pour créer donc une DTD, donc je vais utiliser notre IDE que nous utilisons, c'est Oxygène. Bon, c'est l'IDE. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un fichier. De quel type? Alors, ici, donc, vous voyez, donc, dans si vous allez vers... normalement, ici, vous allez trouver Document Type Definition. Mais si vous ne trouvez pas dans les récents utilisés, donc, vous allez vers, voilà, Nouveau document. Et là, vous allez trouver tous les types. OK? Document Type Definition. DTD. Alors, pour déclarer une DTD, ben, on utilise la syntaxe suivante, element. Voilà, très bien. Alors, on déclare l'élément racine. Alors, dans notre cas, l'élément racine, c'est quoi? C'est rapport. Très bien. Espace. Qu'est-ce qu'il contient, l'élément rapport? Il contient plusieurs mandats. Donc, on va écrire tout simplement mandat plus. Voilà. C'est-à-dire plusieurs mandats. Alors, si vous mettez étoile, ça veut dire 0 à plusieurs. Si vous mettez point d'interrogation, ça veut dire 0 ou bien 1. Si vous mettez plus, c'est-à-dire 1 à plusieurs. Si vous mettez rien, ça veut dire 1 et un seul. Le plus, le point d'interrogation et l'étoile, c'est ce qu'on appelle les indicateurs d'occurrence. Les indicateurs d'occurrence. L'indicateur d'occurrence, c'est-à-dire combien de fois l'élément se répète à l'intérieur de l'élément. Alors ici, donc, nous avons plusieurs. Et on va déclarer également l'élément mandat. Alors, dans notre cas, l'élément mandat contient quoi? Espace. Il contient deux éléments. Vous voyez? Donc, mandat. Donc, notre arbre, il est comme ça. Hein. Donc, notre arbre, il y a le rapport. Ça c'est la racine. Comme ça. Alors, dans un rapport, il y a plusieurs mandats, n'est-ce pas? M, comme ça. Et chaque mandat contient quoi? Un élément expéditeur et un élément destinataire. Expéditeur, destinataire. Donc ici, donc, le mandat contient un expéditeur et un destinataire. Donc je dois écrire ici donc expéditeur, virgule, destinataire. Alors ici donc un seul expéditeur, un seul destinataire. Alors si vous mettez virgule, ça veut dire l'ordre est à respecter. C'est-à-dire je dois avoir d'abord l'expéditeur, ensuite le destinataire. Si vous mettez un pipe, c'est pas où en fait l'ordre il n'est pas à respecter. C'est-à-dire je peux commencer par destinataire et après je mets expéditeur. Donc vous voyez donc dans DTD, bon, si vous voulez respecter l'ordre, vous mettez virgule. Et puis maintenant, on doit déclarer également l'élément expéditeur. Alors expéditeur, il est de quel type? Empty. Donc exactement. Alors vous voyez donc ici donc est-ce que l'élément expéditeur contient d'autres éléments fixes? Non. Il ne contient pas des éléments fixes. Il est défini par des attributs, mais il ne contient pas des éléments fixes. Donc, on va dire que l'expéditeur, il est vide. Il est empty. C'est pour cela, ici, donc, je vais utiliser empty. Et la même chose, element, destinataire,
destinataire empty. Il faut juste faire attention, si vous, par exemple, vous trompez dans c'est-à-dire dans l'orthographe, vous allez voir quelque chose qui est souligné en jaune. Ça veut dire quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Alors, juste, il faut s'assurer que vous avez bien sûr, orthographié vos éléments. Destinataire. Ici, il y a un N qui manque. OK? Alors, donc, on vient de déclarer donc l'arbre, les éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déclarer les attributs. Pour chaque élément, il y a des attributs. Par exemple, pour mandat, il y a le numéro, la date, le montant et l'état. Alors, on va déclarer les attributs comme ça. Atlist. Atlist. Exact. Alors, atlist, donc l'élément mandat. Vous pouvez mettre entrée, tabulation, peu importe. Il y a ici, l'attribut s'appelle numéro. Il est de quel type? Alors, pour déclarer un attribut, il y a trois parties. Il y a le nom de l'attribut, espace, le type. Alors, le type CData, ça veut dire c'est du texte. Le type NMToken, ça veut dire c'est du texte, mais qui n'accepte pas les espaces et les caractères spéciaux. Ici, donc, et le type, l'autre type, c'est ID. C'est-à-dire, c'est un identifiant. Vous voyez donc avec DTD, c'est ça l'une des limites. C'est qu'on n'a pas beaucoup de types de données. On a envie de faire un string, ou bien un int, ou bien un float, ou bien une date, ou un double, n'est-ce pas? Mais avec DTD, on n'a pas cette possibilité. On ne peut pas faire la différence entre une date et un texte dans DTD. Donc, justement, c'est ce que nous allons voir par la suite avec les schémas XML qui sont là pour résoudre ce problème. Donc, dans notre cas ici, donc, je vais choisir par exemple de type NMToken. Et puis, la troisième partie, c'est la présence. Alors, la présence, vous pouvez mettre soit required, c'est-à-dire la valeur, elle est obligatoire. Ou bien implied, ça veut dire la valeur, elle est la présence, elle est facultative, optionnelle. Okay? Ou bien fixed, c'est-à-dire quand vous voulez fixer la valeur. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser required. Alors, il y a le numéro, il y a la date, de type CData. On peut mettre required. Il y a le montant. Je peux utiliser CData. Required. Et puis, il y a l'attribut état. Alors, en fait, état, c'est un type particulier qui est énuméré. Parce que l'état peut avoir comme valeur soit reçu ou bien non reçu. Alors ici, donc, vous mettez espace entre parenthèses. Quand vous avez un type énuméré, vous mettez entre parenthèses les valeurs possibles. Alors, c'est quoi les valeurs possibles? Il y a reçu. Vous mettez pipe. La deuxième valeur, c'est non reçu. Mais sauf que si vous mettez non reçu comme ça, avec un espace, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que pour le type énuméré dans DTD, le type énuméré, il est de type par défaut NMToken. Et vous savez, dans NMToken, il n'accepte pas les espaces. Donc, c'est-à-dire ici, dans non reçu, je suis obligé de mettre quelque chose non underscore reçu, etc. Donc, il faut l'espace, il n'est pas accepté. Et donc, ça, c'est l'une des limites également. Alors, ici, donc, je vais mettre quoi? La valeur par défaut. Et c'est quoi la valeur par défaut? Non reçu. C'est-à-dire l'état peut avoir la valeur soit reçue, soit non reçue. Si on ne précise rien, la valeur par défaut, c'est non reçu. Ce qui est logique. Donc, ça, c'est les attributs de mandat. Qu'est-ce qui reste encore? C'est les attributs de expéditeur et de destinataire. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, toujours atlist, expéditeur. Alors, les attributs CN de type CData, la présence, elle est obligatoire. Le nom de type CData required.
prénom, si data required, et quoi? Ville, si data optionnel. Alors, si vous voulez dire optionnel, vous pouvez mettre implied. Bon, require, ça veut dire la présence elle est obligatoire. Par exemple, la ville, bon, je ne veux pas exiger la ville. Bon. C'est clair? Alors, je fais la même chose pour le destinataire. Je fais copier-coller. Parce que, alors d'ailleurs, vous voyez donc l'un des défauts également des DTD, c'est que ici, par exemple, l'expéditeur et les destinataires sont de même type. Parce qu'ils ont les mêmes attributs. Mais avec DTD, je suis obligé de faire copier-coller. Après, avec les schémas, on va voir que, parce qu'il s'agit du même type, donc on peut le réutiliser. Ici, destinataire. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, je vais l'enregistrer. Je vais créer un dossier que je vais appeler rapport. Je vais l'appeler rapport.dtd. Ça, c'est le fichier rapport.dtd. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de déclarer la structure de notre document XML. C'est-à-dire, on a fait cette partie-là. Ça, c'est la structure. Alors, cette structure-là, c'est ce qu'on appelle également, quand vous créez cette DTD, c'est ce qu'on appelle, alors le terme, il y a quelqu'un qui peut me le rappeler? Alors, c'est une DTD. C'est contrat. Exact. Alors, le terme, le contrat, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat d'échange de données. Vous l'ajoutez à votre vocabulaire. Un contrat. Quand on parle au niveau informatique, un contrat d'échange de données, il faut comprendre tout simplement, c'est-à-dire c'est un format que nous devrions respecter. Okay? Donc ici, quand les entreprises vont se réunir, ils vont créer ce document. Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il vient de créer? Il vient de créer ce qu'on appelle un contrat d'échange de données. C'est-à-dire que nous allons respecter entre nous quand on va échanger nos données. Alors maintenant, si vous voulez, quand vous créez une DTD, après vous allez créer un document XML valide. Pour créer un document XML valide, vous allez dire, ben, je vais créer un document XML. Alors la même chose, donc XML ici, document XML, personnalisé. Et vous dites ce document XML, il est validé avec quoi? Avec une DTD ou là, schéma XML. Ici donc c'est une DTD. Et notre DTD, vous pouvez la chercher. Et quand vous spécifiez la DTD, vous devrez spécifier la racine. La racine du document XML. Et c'est quoi la racine? C'est rapport. Voilà. Et si vous créez le document, vous allez voir maintenant, bah, c'est plus simple. Créer un document XML, vous dites j'ai un mandat, j'ai une date, j'ai le montant, espace, j'ai état. Alors, état, donc, c'est un attribut qui n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur par défaut. Et c'est quoi la valeur par défaut? C'est non reçu. Si vous mettez ça, vous pouvez mettre par exemple reçu. Alors, CIN, vous pouvez mettre par exemple une valeur quelconque. Le nom A, le prénom B. La ville, il n'apparaît pas par défaut. Pourquoi? Parce qu'il est optionnel. Je mets des valeurs quelconques, B, C, la ville, Rabat. Alors ça c'est un premier mandat, je vais créer ici un deuxième mandat ici, un troisième. Oui, donc ça c'est un document XML, valide. Donc c'est quoi un document XML valide? C'est un document XML qui respecte, dans les données, respecte une DTD. Alors, si vous ne voulez pas mettre ici le chemin file, etc.,
pouvez mettre ici doctype, rapport, système, ça c'est des mots-clés. Donc rapport c'est la racine. Donc rapport c'est le même que celui-là. Ça c'est exigé. Et puis donc notre DTD c'est rapport.dtd. On enregistre ce fichier-là et après ici donc on va l'appeler rapport 1.xml. Vous voyez donc ici donc ça c'est ce qu'on appelle un document XML valide. Le seul problème maintenant c'est quoi? C'est que notre document il est validé avec une DTD. Et les DTD, je rappelle que c'est un concept, c'est une technologie si vous voulez, qui avait été hérité d'un ancien langage qui s'appelait SGML. C'est-à-dire avant même l'Internet, les entreprises utilisaient un format qui s'appelait SGML. SGML, c'est Standard Generalized Markup Language. Okay? Et donc, il y a des limites. Alors, parmi les limites des DTD, premièrement, vous avez le typage de données. C'est que quand vous remarquez ici dans le DTD, vous avez, par exemple, ici la date. Regardez la date, je l'ai déclarée de quel type? De type CData. Bon, pour moi, c'est du texte. Ça veut dire que dans mon document XML, si je mets une date n'importe quoi du texte, ben, le parseur XML, il va accepter. Bon, pour lui, c'est valide. Alors qu'en réalité, c'est pas bon. N'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. Je voudrais bien déclarer des entiers, des floats, des types classiques que vous utilisez dans les langages de programmation. Eh bien, ça, vous ne l'avez pas dans les DTD. C'est la première limite. Deuxième limite des DTD, c'est les indicateurs d'occurrence. Alors, dans DTD, pour les indicateurs d'occurrence, il y en a 3. Vous avez plus, ça veut dire 1 à plusieurs. Vous avez étoile, ça veut dire 0 à plusieurs. Vous avez point d'interrogation, ça veut dire 0 ou bien 1. Supposons que je voudrais créer un document XML dont le maximum de mandat ne doit pas dépasser par exemple 50. Avec DTD, je ne peux pas le faire. Parce qu'avec DTD, je peux mettre plus, n'est-ce pas? Plus, c'est-à-dire plusieurs. Mais je ne peux pas limiter le nombre maximum et je ne peux pas limiter le nombre minimum. Par exemple, dans un document XML, vous avez une personne qui peut avoir une ou bien jusqu'à 2 adresses email. Alors ici, donc avec DTD, vous mettez plusieurs adresses mail. Donc on ne peut pas limiter le minimum et le maximum. Donc ça, c'est la deuxième limite. Donc la deuxième limite des DTD, c'est quoi? C'est les indicateurs d'occurrence. On ne peut pas fixer le nombre d'occurrences minimales et le nombre d'occurrences maximales. Ça, c'est la deuxième. La troisième limite des DTD, c'est qu'un document, une DTD, ce n'est pas un document XML. Vous voyez donc, est-ce qu'une DTD, c'est un document XML? Non. Cette ligne que vous voyez là, c'est juste la forme. Parce qu'un document XML, c'est quoi? Un document XML doit avoir une racine, n'est-ce pas? Toutes les balises doivent être fermées, la valeur des attributs entre double quotes, et il faut respecter l'imbrication. Rappelez-vous les 4 règles de XML. Donc une DTD, il n'a pas le format d'un document XML. Mais c'est quoi le problème alors? Ben, le problème, c'est que le parseur XML, regardez, le parseur XML, vous lui donnez le fichier XML. XML, c'est du XML. C'est-à-dire, c'est un document XML. XSL, on a déjà vu, c'est quoi? C'est un document XML. Parce qu'un document XSL, il y a les balises, toutes les balises sont fermées, les valeurs des attributs, c'est du XML, n'est-ce pas? Mais DTD, ce n'est pas un document XML, n'est-ce pas? Ça veut dire que le parseur XML, pour interpréter la DTD, il utilise des fonctions qui sont différentes de celles qui sont utilisées pour interpréter les documents XML. Donc, c'est-à-dire si vous voulez, le parseur XML, quand vous lui donnez une DTD, il n'est pas très content. Pourquoi il n'est pas très content? Parce que vous l'obligez à utiliser quelque part ce qu'on appelle un parseur de DTD.
il doit déjà vérifier la syntaxe de est-ce que la DTD il est correcte, n'est-ce pas? Mais nous allons voir par la suite, c'est que si vous remplacez les DTD par les schémas XML, eh bien XSD c'est un document XML. Bon, ça veut dire tout simplement que finalement le parseur XML, il va traiter XML, XSD, XSL avec les mêmes, avec XPath, avec tout ce qui concerne la technologie XML. Donc, si vous voulez, DTD n'est pas un document XML. C'est clair? Oui. Mais il est utilisé dans divers DTD, version 4. Oui. Bon, je suis en train de vous dire, donc il y a des limites pour les DTD. Mais les DTD sont utilisés aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser, mais on va les utiliser dans un contexte particulier. Alors, l'autre limite que vous pouvez constater dans les DTD, c'est la notion, ce qu'on appelle l'héritage. On ne peut pas créer un élément qui hérite d'un autre élément. Exemple, ici, expéditeur, il est défini par 4 attributs. Le destinataire, il est défini par les mêmes attributs. Et là, je suis obligé de faire copier-coller. Mais après, on va voir avec les schémas XML, on ne sera pas obligé de faire copier-coller. Quand on déclare un type, ben, le même type, on peut l'utiliser pour plusieurs éléments. Donc, c'est-à-dire, on va voir que les schémas XML supportent la notion d'héritage. C'est-à-dire, je peux créer un type qui va hériter d'un autre type. Et ça va faciliter, si vous voulez, la réutilisation de notre code. Voilà, donc il y a un certain nombre de limites qui font que après, c'est-à-dire le 3WC, n'est-ce pas? Le 3WC, vous savez ce que c'est, 3WC? World Wide Web Consortium. C'est le consortium qui a réglementé le HTTP, HTML, tout ce qui concerne la technologie, la technologie web. Et donc, également XML. Donc, ils ont en fait pensé à créer un autre langage qui permet de valider ou bien de déclarer la structure des documents XML et qui a plus d'avantages par rapport au DTD. Donc, c'est ce qu'on appelle les schémas XML. Donc, les schémas XML, c'est une autre façon de déclarer la structure des documents XML. Et les schémas XML apportent un certain nombre d'avantages par rapport au DTD. Bon, on peut citer déjà le typage de données. Avec les schémas XML, on peut déclarer des types int, float, double. Vous avez toutes les dates, les times, etc. Donc, on peut faire la différence entre les types de données. Il y a la notion d'héritage, c'est-à-dire un type peut hériter d'un autre type. Vous voyez donc les indicateurs d'occurrence, c'est-à-dire avec les schémas XML, je peux bien, par exemple, définir le minimum et le maximum pour limiter les indicateurs d'occurrence. Et puis, donc, les schémas XML, c'est un document XML. Et comme c'est un document XML, donc pour le parseur XML, c'est mieux. C'est-à-dire, lui, il va... XML, c'est du XML. Les schémas XML, c'est du XML. XSL, c'est du XML. Donc, pour lui, donc, il va traiter les trois composantes du document XML comme étant des formats XML. Et puis, l'autre avantage, c'est que les schémas XML vont supporter ce qu'on appelle les namespaces. Alors, les namespaces, donc c'est à peu près, pour ceux qui ont déjà travaillé avec Java, vous savez que dans Java, par exemple, quand on crée des classes, les classes appartiennent à des packages, n'est-ce pas? La notion de package. Donc, un package permet de regrouper un ensemble de classes. Ceux qui travaillent avec C#, on utilise les namespaces. Les namespaces, c'est des librairies, n'est-ce pas? Avec ceux qui travaillent avec Python, vous avez la notion de package ou bien les librairies. Donc, etc. Donc, d'une manière générale, dans toutes les technologies, il y a toujours un mécanisme qui permet de créer ce qu'on appelle des bibliothèques ou bien des librairies qu'on peut réutiliser facilement. Alors, ce n'est pas le cas des DTD, mais par contre, avec les schémas XML, on va utiliser ce qu'on appelle la notion des espaces de nom ou bien les namespaces. Voilà quelques avantages.
Alors maintenant, si vous voulez créer un schéma XML, je vais passer directement à la pratique, comme toujours. Je ne vais pas vous montrer les slides, quoi. Tout ça, on peut y revenir après. Je vais directement passer à un autre exemple. Supposons je voudrais créer le schéma XML au lieu de créer la DTD. Voilà ce qu'on va faire. Alors, vous allez être un peu attentif parce que créer un schéma XML, ça prend beaucoup de volume que DTD. DTD, ça a l'air d'être très simple. Ça, c'est l'un des avantages. Alors, avec les schémas XML, si vous avez compris le principe, c'est très simple. C'est encore plus simple que les DTD. Mais si vous n'avez pas compris le principe, ça va vous paraître un peu plus complexe. Ouais, donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, pour créer un schéma XML, je vais créer un fichier XSD. Ouais, ici, donc, vous allez chercher XML schéma. Alors, quand vous créez le schéma XML, donc déjà avec Oxygène, vous avez deux modes. Il y a le mode visuel. Vous pouvez utiliser ça, mais ça, je ne vous conseille pas de commencer à dessiner comme ça. Il y a le mode texte. Donc, nous, on va passer directement au mode texte. C'est-à-dire, un schéma XML, c'est quoi? C'est un document XML. Voilà la structure d'un schéma XML. Donc, un schéma XML, c'est un document XML qui commence par la racine schéma et qui se termine par / schéma. Alors, tous les éléments du schéma XML sont déclarés dans une librairie, c'est ce qu'on appelle un namespace. Vous voyez donc XML-NS. Et le namespace qui est utilisé, c'est celui-là. Alors, c'est http, www.org, etc., XML schema. Alors, il faut juste rappeler que dans la technologie XML, les namespaces, les noms des bibliothèques, portent souvent des URL, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on va se connecter à cette adresse pour chercher des choses, non. C'est juste une façon d'identifier les librairies de manière unique. Vous savez, la meilleure façon parce que les librairies, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous créez une librairie, il faut lui donner un nom. Mais quand vous allez lui donner un nom, il faut s'assurer qu'il a un nom qui est unique pour ne pas rentrer en conflit avec d'autres bibliothèques. Par exemple, avec Java, pour créer les packages, on a l'habitude de mettre le nom de domaine de l'entreprise. On va mettre par exemple ma.n7. Etc. pour garantir que ce package-là, il est unique. Donc, on introduit le nom de domaine de l'entreprise dans le package. Ça fait partie des bonnes pratiques. C'est pour ça que là, vous voyez org.spring, etc. ou ma.n7, etc. Donc, globalement, pourquoi on introduit le nom de domaine? Parce que d'abord, c'est une façon parce que le nom de domaine, il est unique. Je ne peux pas avoir de nom de domaine appartenant à deux entités qui sont différentes. Donc, c'est quelque chose de unique. Donc, on l'introduit. Alors, avec les schémas XML, plutôt dans les namespaces, en fait, le schéma, il a un nom d'une URL. Vous voyez donc ici, il y a d'abord le nom de domaine. C'est quelque chose, ça nous donne déjà quelle est l'entité qui a créé cette librairie, si vous voulez. Et après, vous avez // des choses comme ça. Bon, c'est une façon de rendre un peu le nom de manière unique. D'un côté, donc, ça c'est le premier avantage. C'est d'abord d'avoir un nom qui est unique. Le deuxième avantage, c'est que le parseur XML, quand il va lire un document XML, quand il regarde un namespace, si cette librairie existe dans la machine, il va l'utiliser, mais si ça n'existe pas, il va se connecter à cette adresse pour chercher la librairie. Donc, vous voyez donc qu'il y a double avantage, n'est-ce pas? Le premier, c'est l'unicité. Le deuxième, c'est que l'application qui va charger le document XML, il peut se connecter directement pour télécharger cette librairie ou bien ce namespace. Bon, ça, c'est juste à noter. En tout cas, ça, je vais le supprimer pour ne pas compliquer les choses pour le moment. Alors, vous pouvez admettre qu'un schéma XML, d'abord, c'est un document XML qui commence par dans la racine et schéma. Alors, le préfixe, alors vous voyez ici, par défaut, le préfixe, il l'appelle XS. XS, ça veut dire XML schéma. Mais généralement, on préfère utiliser XSD.
Donc, c'est-à-dire au lieu de XS, je vais mettre ici XSD. Et si vous mettez là XSD, il faut le mettre également ici. Ouais, donc, à chaque fois que vous écrivez XSD deux points, ça veut dire que vous utilisez ce namespace. XSD, ça veut dire quoi? XML Schema Document. XS, ça veut dire XML Schema. Bien. Alors maintenant, pour déclarer notre document, la structure dans notre document XML, ben, on va commencer par ça. Regardez. Il faut déclarer un élément rapport qui contient quoi? Plusieurs mandats. Et avec le schéma XML, pour déclarer un élément, on va utiliser XSD element. Comment s'appelle l'élément? Rapport. OK? L'élément rapport. Alors maintenant, entre element et slash element, vous allez spécifier est-ce qu'il s'agit d'un type simple ou bien d'un type complexe. Alors, c'est quoi un type simple? Un type simple, c'est d'abord, par exemple, si un type simple, vous pouvez utiliser type égale XSD string. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport contient, l'élément rapport contient quoi? Une chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser le type date, le type, par exemple, int, etc. N'est-ce pas? Donc, ça, rapport, dans ce cas-là, c'est un type simple, n'est-ce pas? Parce qu'il contient un type atomique. Un type atomique, ça peut être int, une date, un float, un byte, etc. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que l'élément rapport, c'est un type complexe. Alors, qu'appelle-t-on un type complexe? Un type complexe, c'est un élément qui contient des éléments fixes, ou bien des attributs, ou bien les deux. Quand vous avez un élément qui a des attributs et il contient des éléments fixes, bah, on va dire que c'est un type complexe. Et bien pour déclarer un type complexe, vous voyez donc entre element et slash element, je suis un peu grippé, donc c'est pour cela que j'ai du mal à... Alors, on va utiliser XSD complex type. C'est un type complexe. Alors maintenant, à l'intérieur de complex type, ce type complexe contient quoi? Il contient des éléments fixes. Dans notre cas ici, il contient plusieurs mandats. Et quand vous avez un élément qui contient des éléments fixes, c'est ce qu'on appelle une séquence. Il contient une séquence d'éléments fixes. C'est pour cela ici, donc, je vais utiliser XSD sequence. Donc, vous voyez, donc, à l'intérieur de complex type, c'est un type complexe qui contient quoi? Une séquence. Une séquence. Donc, à l'intérieur de la séquence, il faut préciser les éléments qui sont autorisés à apparaître à l'intérieur de cet élément. Alors, dans notre cas, c'est-à-dire rapport contient une séquence d'éléments qui sont les éléments XSD element. Comment s'appelle l'élément? Mandat. Voilà. Si vous le laissez comme ça, c'est que vous êtes en train de dire tout simplement que l'élément rapport contient quoi? Un mandat. Pourquoi? Parce que par défaut, il y a min occurs. Par défaut, il est égal à 1. Il y a max occurs. Par défaut, il est égal à 1. Donc ici, donc, vous voyez, donc, si vous mettez min occurs égal à 1, max occurs égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport contient un seul mandat. Alors, dans notre cas, ce n'est pas le cas. Donc, minimum, c'est quoi? C'est 1. Maximum, c'est plusieurs. Alors, pour plusieurs, on va utiliser unbounded. Unbounded, c'est-à-dire l'infini. Donc, je ne vais pas limiter. Mais ici, donc, si vous voulez mettre 50, ça marche. C'est-à-dire, je ne peux pas dépasser maximum 60 mandats. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les DTD. Mais avec les schémas XML, vous pouvez limiter le nombre minimum d'occurrences et le nombre maximum. Ça, c'est un avantage. Alors, dans notre cas ici, on va rester sur unbounded. C'est pas terminé. Pourquoi? Parce que l'élément mandat lui-même, c'est un type complexe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Entre element et slash element, je refais la même chose ici. Je dois encore utiliser XSD
Complex type. Qu'est-ce qu'il contient? Séquence. Expéditeur. À l'intérieur de la séquence, element, complex type. Mais si vous continuez à travailler comme ça, vous allez vous perdre. Vous allez créer ce qu'on appelle un schéma de ce qu'on appelle de format papyrus. C'est l'escalier. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je suis avant de terminer, j'ai même pas terminé un élément, mais je suis en train de définir un autre, les autres éléments fils. Donc ça, c'est pas pratique de faire ça. Donc je vais pas faire ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais annuler, annuler, annuler. Donc au lieu de faire ça, eh bien, je vais dire Monda, il est de quel type? Je vais créer un type que je vais appeler par exemple Monda type, comme ça. Je lui donne un nom, comme ça. Regardez. Donc je suis en train de dire Monda, il est de quel type? De type Monda type. Alors maintenant, on oublie cet élément-là, rapport. Vous voyez, donc maintenant j'ai terminé l'élément rapport. Mais pour le terminer, il faut déclarer c'est quoi? Monda type. Donc c'est-à-dire je vais sortir là et je vais mettre XSD complex type name. Comment il s'appelle le type? Voilà. Ça c'est beaucoup plus intéressant. Vous dites maintenant complex type Monda type. Alors on a Monda type, c'est quoi? C'est une séquence. Alors le Monda, qu'est-ce qu'il contient le Monda? Le Monda contient deux éléments, expéditeur et destinataire. Donc une séquence XSD element. Le premier élément s'appelle expéditeur. Alors expéditeur, c'est quoi min occurs? 1, max 1. Donc je mets rien. Parce que par défaut, c'est un et un seul. Et maintenant, le type. Alors, je vais encore créer un type que je vais appeler expéditeur type. Je peux l'appeler comme je veux. Expéditeur type. OK? Alors maintenant, pour que... Vous voyez donc, c'est souligné en rouge. Pourquoi? Parce qu'il vous dit que ce type-là, il ne le reconnaît pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore sortir à la fin, ici, et je vais déclarer XSD complex type name expéditeur type. Vous voyez? Et je vais le compléter tout à l'heure. Je le laisse. Vous voyez, donc je reviens au type Monda. Type Monda contient quoi? Un élément expéditeur et un élément destinataire. Donc ici, je vais faire copier-coller. Destinataire. Et le type, c'est quoi? Je peux créer un autre type destinataire type, mais c'est le même. Vous voyez, donc ici, c'est les mêmes attributs. Donc ici, je n'ai pas besoin, je vais réutiliser le même type. Okay. Donc je peux garder expéditeur type, parce qu'ils ont la même forme. Professeur? Oui. Au niveau du destinataire, vous avez oublié. J'ai oublié destinataire. Un A, oui, tout à fait. Merci. Ça va jusqu'à présent? Ça paraît, quand vous lisez comme ça, c'est un peu compliqué, mais quand vous regardez la logique, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors, je répète, je commence par l'élément racine. L'élément racine, c'est un type complexe qui contient une séquence, c'est-à-dire il y a des éléments fils. À l'intérieur du rapport, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Monda. Il y a minimum 1, maximum plusieurs. Et le type Monda, il est de type Monda type. Et c'est quoi Monda type? C'est un type complexe qui contient lui-même une séquence d'éléments fils, un seul expéditeur et un seul destinataire. Et maintenant, l'élément expéditeur, c'est un type. Vous voyez, donc l'expéditeur ne contient que des attributs. Il ne contient pas des éléments fils. Alors, si vous avez un type qui contient que des attributs, on va déclarer les attributs en utilisant XSD attribute. Alors, pour déclarer un attribut, on va mettre name. Quels sont les attributs? Il y a CN. Il est de quel type?
XSD string. Là, on a maintenant beaucoup de possibilités. Et après, la présence. Alors, la présence, c'est use. Alors, vous voyez donc use required, ça veut dire quoi? La valeur, elle est obligatoire. Optional, ça veut dire facultative, optionnel. Et puis la troisième, c'est prohibited, ça veut dire que ne doit pas apparaître. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous avez deux solutions. Soit il doit apparaître, c'est-à-dire obligatoire. Optionnel, ça veut dire il peut apparaître comme il peut ne pas apparaître. Prohibited, ça veut dire il ne doit pas apparaître. Il ne doit pas apparaître, ça veut dire il a une valeur fixe. Donc, si tu as cette valeur, on ne peut pas la changer. Donc, ça, c'est trois scénarios. Alors, ici, donc, vous avez use. On va utiliser, comme tout à l'heure, c'est required. Vous voyez ici, donc, l'équivalent ici, regardez. CN, il est de quel type? String. La présence, elle est obligatoire. Bien, je fais la même chose. XSD attribute, name, le nom, il est de quel type? String, use, required. XSD attribute, name, prénom, le type, string, présence, obligatoire. Et le troisième, c'est quoi? Ville. Le quatrième, c'est ville. Le type, c'est string. Et on a utilisé la présence, elle est optionnelle. Alors, vous voyez, donc, Hada, c'est un exemple de type complexe qui ne contient que des attributs. N'est-ce pas? Alors, regardez bien. Maintenant, est-ce qu'on a terminé notre schéma? Non. Parce que nous avons également des attributs pour mandat et des attributs pour expéditeur. Alors, je reviens vers mandat, le type mandat. Regardez. Le type mandat contient des éléments fixes plus les attributs. Alors, quand vous avez un élément qui contient des éléments fixes et les attributs, il faut commencer d'abord par les éléments fixes, la séquence. Ensuite, les attributs. Ça, c'est exigé par les schémas XML. C'est-à-dire, si vous êtes ici, si vous cherchez XSD attribute, vous n'allez pas trouver. Si vous le mettez, il ne va pas l'accepter. Hein, ici. Vous ne pouvez pas utiliser des attributs avant la séquence. Il faut d'abord terminer la séquence des éléments fixes et après, vous déclarez les attributs. Alors, comment s'appelle l'attribut? Donc, mandat, il y a le numéro. Le numéro, il est de quel type? Alors, ici, on va utiliser XSD. Vous voyez, donc, vous pouvez utiliser int, byte. Vous pouvez utiliser des types... alors, ici, donc, c'est un entier. On va utiliser int, par exemple. OK? La présence obligatoire. XSD attribute name. Quoi? Le numéro, la date. Alors, la date, c'est de quel type? On va utiliser XSD de type date. Alors, vous avez date, c'est-à-dire qu'il n'y a que la date. Date time, ça veut dire il y a la date et le temps. La présence obligatoire. Vous avez XSD attribute name, le montant. Alors, le montant, il y a des virgules flottantes, donc on va utiliser XSD float ou bien double. Voilà. Use obligatoire. OK? Bon, généralement, tout ce qui est l'argent, vous mettez des doubles. Comme ça. Parce que c'est double précision, parce que dans l'argent, il y a des virgules, et les virgules sont très importantes. Parce que les virgules, c'est de l'argent. Donc, il faut avoir... si vous avez un chiffre à 16 chiffres après la virgule, ce n'est pas comme si vous avez un nombre avec 8 chiffres après la virgule. Donc, 16 chiffres après la virgule, ça peut être des millions de dollars. Hein. Comment?
Oui. Mais en tout cas, double, c'est double précision, c'est-à-dire parce qu'ils sont codés sur 64 bits, ça permet de stocker des nombres qui sont très grands, en général. C'est clair? Quoi d'autre? Le quatrième. XSD, attribute, name, reçu. C'est ça? État. État. Ah. Alors, état, c'est un type énuméré. Il peut avoir comme valeur soit reçu ou bien non reçu. Avec les schémas XML, si vous voulez déclarer un type énuméré, voilà ce que vous allez faire. Entre attribute et slash attribute, vous mettez XSD simple type. D'abord, c'est un type simple. Ça veut dire quoi, c'est un type simple? C'est-à-dire un string ou bien un int ou un double, c'est un string, n'est-ce pas? Mais c'est un string pour lequel on va appliquer ce qu'on appelle des restrictions. Donc, je nomme les restrictions. C'est un type simple, c'est un type string, mais dont la valeur ne peut être que soit reçue ou bien non reçue. Ça, c'est des restrictions. Alors, pour appliquer des restrictions, on va ajouter dans simple type XSD restriction. Et dans la restriction, vous avez un attribut qui s'appelle, c'est quoi le type de base? XSD string. Alors, regardez bien. Si vous le laissez comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déclaré état de quel type? String. Alors, vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour déclarer de type string. Vous mettez juste de type string et c'est tout, n'est-ce pas? Mais ici, entre restriction et slash restriction, on va appliquer des restrictions. Donc, je nomme les restrictions qu'on peut appliquer. XSD, par exemple, length. Si vous mettez length égale, par exemple, 45, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de type string, mais dans la longueur, elle est égale. C'est-à-dire c'est un type string qui va avoir combien de caractères? 45. Là, on limite le nombre de caractères. Si vous mettez min length, max length, c'est pas length ici, max length égale 23, ça veut dire quoi? Attendez, qu'est-ce que je suis... Non, à des restrictions, attendez, pardon. XSD, plutôt max length, oui. Max length. Si vous mettez 23, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un type qui a combien de caractères maximum? C'est 23. C'est-à-dire il peut avoir de 1 jusqu'à 23. Et supposons que c'est un int. Si c'est un int, vous pouvez mettre min value, min exclusive, min inclusive ou la exclusive, égale à quoi? Égale... Alors, pardon, qu'est-ce que c'est? Alors, pardon. Alors, value égale, par exemple, 23. Et vous ajoutez encore x. Voilà. Alors, vous ajoutez... XSD max exclusive, par exemple 58. Ça c'est intéressant, ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire que état, il est de quel type? Int. Mais sa valeur doit être comprise entre 23 et 57. Donc je suis en train de limiter le minimum et le maximum. Alors quand vous mettez inclusif, ça veut dire 23 il est inclus. C'est-à-dire on peut mettre 23. Et quand vous mettez exclusif, ça veut dire il est exclu. Exclu, ça veut dire que normalement ici, ça peut aller de 23 jusqu'à 57. C'est-à-dire le 58 n'est pas inclus. C'est ça la différence entre inclusive et exclusive. C'est clair? Et on peut mettre plein de choses. Alors, dans notre cas ici, c'est string. Supposons c'est une adresse mail, vous pouvez utiliser XSD pattern.
Alors, pattern, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une expression régulière. Et donc, vous savez, le langage des expressions régulières, vous allez beaucoup les utiliser. Par exemple, ici, vous pouvez dire, par exemple, ça contient point plus, quelque chose comme ça, arrobasque, point plus. Ça, c'est une expression régulière qui signifie quoi? C'est-à-dire, il doit avoir plusieurs caractères. Ensuite, il y aura obligatoirement arrobasque. Et après, il y a plusieurs caractères. Bon, ça, c'est une expression régulière. Les expressions régulières avec des étoiles, avec plein de choses, on peut fixer la forme d'une chaîne de caractères. Mais ici, donc, ce n'est pas notre objectif. On aura l'occasion de traiter ça. Dans notre cas ici, on va utiliser quelle restriction? C'est XSD enumeration. On a les énumérations qui sont reçues. XSD, non. Enumeration, non reçu. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on déclare un type énuméré. Alors, vous voyez ici, donc, contrairement à tout à l'heure, ici, on peut mettre les espaces. Pourquoi? Parce que c'est un string. Donc, c'est à nous d'imposer ce qu'on veut. Ce n'est pas comme DTD, il nous a imposé de ne pas utiliser les espaces. Et quand vous utilisez le type énuméré, il faut spécifier la valeur par défaut. Et pour spécifier la valeur par défaut, ici, dans l'attribut, vous mettez default. C'est quoi la valeur par défaut? C'est non reçu. Hassan Jiddan. Alors, vous avez déclaré, regardez, ça c'est intéressant, parce que vous êtes en train de déclarer un type complexe qui contient une séquence d'éléments fixes et 4 attributs. Enregistré. Mais on n'a pas encore terminé. Il reste encore quoi? Non? Je pense qu'on a terminé. Là, mandat et après l'expédition. On a terminé. Oui? Une petite question par rapport dans l'expéditeur et destinataire. Oui. On a fait le type expéditeur type dans les deux. Oui. Si on a des différentes valeurs, si on a les mêmes, est-ce que le nom, prénom, c'est... Alors, s'il y a c'est-à-dire si les types ne sont pas les mêmes, il faut créer un autre type. Alors, c'est exactement ici, donc, là, vous pouvez mettre par exemple destinataire type et vous allez faire copier-coller et là, vous allez l'appeler destinataire type. Mais comme vous voyez ici, ce type-là et ce type-là, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de faire copier-coller. C'est-à-dire, on peut utiliser le même type, on peut le réutiliser. Donc, c'est l'un des avantages. Monsieur, s'il vous plaît, et si on le crée, il n'y a pas de problème? Ou bien il ne faut pas le faire carrément? Non, si vous le créez, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais ça, on apprend toujours en informatique, quand on fait copier-coller, il faut s'arrêter. Généralement, vous savez, dans le langage des informaticiens, quand vous faites copier-coller la première fois, la deuxième fois, il faut dire, il y a un moyen de ne pas faire copier-coller. C'est-à-dire, parce que copier-coller, le problème, c'est quoi le problème de copier-coller comme ça? Le problème, c'est que si vous voulez changer, par exemple, CN, vous voulez le renommer, ou vous voulez, par exemple, changer le type, il faut changer dans les autres. Donc, c'est à chaque modification, il faut modifier dans l'autre. Donc, souvent, quand on est un ingénieur, ça c'est la règle générale. Dans n'importe quelle situation, quand vous faites copier-coller, remplacer, à partir de la troisième fois, il faut s'arrêter. Il faut dire, il y a un framework, il y a une solution qui permet de faire ce travail. Parce que déjà, copier-coller, remplacer, c'est quelque chose, ça veut dire que vous avez déjà trouvé ce qu'on appelle un framework. Et donc, ça, on va en parler beaucoup quand on va travailler avec les frameworks. Ici, ce n'est pas le cas. Alors ici, donc, les schémas XML vous donnent cette possibilité. Donc ici, on va l'utiliser. Donc on peut par exemple déclarer ici l'expéditeur et destinataire qui sont de même type. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler expéditeur type. Vous pouvez l'appeler par exemple expéditeur destinataire type. Bon, vous pouvez l'appeler comme ça.
destinataire type, parce que je sais qu'il s'agit de la même chose. Voilà. Monsieur, Oui, monsieur, une question. oui. Bon, supposons que expéditeur et destinataire avaient peut-être un champ différenciateur. C'est-à-dire que Je vais vous montrer ça, oui, j'ai compris. C'est-à-dire, il y a oui. Alors, c'est ce que je vais... Oui, j'ai compris votre question. C'est-à-dire, ici, par exemple, c'est-à-dire l'expéditeur contient trois attributs et le destinataire contient 4. N'est-ce pas? Ben, il y a un moyen de réutiliser les attributs, de les déclarer, de les réutiliser à chaque fois. Donc, il y a encore d'autres techniques, je ne vous ai pas montré le tout, d'accord? Il y a l'héritage, il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui. En tout cas, je vais enregistrer. Notre fichier s'appelle rapport.xsd. Alors maintenant, si vous créez ce schéma-là, vous voyez donc ce schéma-là, on l'a rédigé. Mais si vous regardez la partie design, vous pouvez avoir une vision ici, regardez. Vous avez rapport, contient plusieurs mandats. Et le mandat contient, il y a les attributs. Ici, il y a l'expéditeur. Quels sont ses attributs? Il y a les destinataires. Bon, ça vous rappelle ce que nous avons dessiné au début, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc ça, c'est juste une représentation graphique. L'avantage de ça, c'est que quand vous avez des schémas plus complexes, c'est quand vous faites un double-clic, par exemple, dans un élément, vous pouvez aller directement ici. Voilà. Bon, en tout cas, on peut facilement naviguer dans la structure. Alors, on va juste créer un document XML valide et après, on va prendre la pause. Donc, je vais créer un document XML valide. XML. Alors, cette fois, c'est personnalisé. Je vais valider le document, pas avec la DTD, mais avec le schéma. Alors, maintenant, le schéma, c'est quoi? C'est le XSD. Alors, quand vous choisissez le schéma XML, vous n'avez pas besoin de spécifier la racine parce qu'elle détecte la racine. Parce que de toute façon, à partir du schéma, on sait déjà que la racine, c'est rapport. Donc ici, donc, la racine, c'est créé. Et vous voyez donc notre fichier. Alors, sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup mieux parce que ça doit être un nombre. Ça doit être une vraie date. Parce que si vous mettez 2022, 11, là, il accepte. Le montant, ça doit être un montant. Ça, c'est une date. Mais si vous mettez n'importe quoi, il ne va pas l'accepter. Vous voyez, donc c'est en rouge. Si vous mettez une date qui n'existe pas, vous mettez par exemple 2022, le mois 13, 12, non, il n'y a pas de mois 13, n'est-ce pas? Si vous mettez le mois février et vous mettez 29, il ne l'accepte pas. Parce qu'en 2022, il n'y a que 28 février. Si vous mettez 31, vous savez, il y a des gens dont la date de naissance, c'est 31 février. Dans le système d'information de la DGSN, il y a des gens qui sont nés le 30 février, le 31 février. Ça veut dire à l'époque, on introduisait les dates, c'est du texte, n'est-ce pas? Et comme on tapait du texte, le système pour lui, c'est du texte, bêtement, il l'enregistre dans la base de données. Et il y en a ceux qui se sont retrouvés avec une date qui n'existe pas, qui ne verront jamais leur date d'anniversaire, n'est-ce pas? Bah, effectivement, il y a des cas comme ça. Et il y a des erreurs, il y a pire qu'encore. C'est-à-dire dans les anciens systèmes à l'époque, c'était vraiment mais après, bien sûr, il fallait corriger tout ça, mais tout ça, il y a des problèmes. En tout cas, 24 février. Alors ici, donc, vous voyez expéditeur, l'état. On voit bien reçu, non reçu. Et là, on voit la ville.
je peux créer un autre mandat, etc. Donc là, vous voyez donc ici, donc c'est un document XML qui est validé cette fois-ci par un schéma. Et le schéma, c'est XST. Vous voyez donc ici, ça c'est un document XML validé par la DTD, n'est-ce pas? Et ça c'est un document XML qui est validé par un schéma. Il est bien clair qu'avec les schémas, c'est beaucoup mieux. Pourquoi pas? Avec les schémas XML, on va garantir que les données qu'on va recevoir sont valides. C'est-à-dire, ils respectent, c'est-à-dire on peut fermer nos yeux, on peut les stocker dans la base de données. Mais si je prends des documents XML qui sont validés avec une DTD, si vous fermez vos yeux, vous les envoyez vers la base de données, vous risquez d'avoir une date 31 février. Bon, vous ne savez pas parce que le parseur XML, lui, il est fait pour vérifier. C'est clair? Voilà. Alors, donc ça c'est en fait une idée sur les schémas. Tout à l'heure après la pause, donc je vais vous expliquer globalement quelques en fait, il y a d'autres parties des schémas que je ne vous ai pas montré. Mais surtout, on va regarder un exemple d'application sur lequel vous allez travailler, notamment comme exercice. Donc, on va prendre un exemple la Coupe du Monde U20, que vous aimez beaucoup, que nous aimons tous, qui vient de se passer en Chili, n'est-ce pas? OK? Alors, nous avons un document XML dans lequel nous avons tous les matchs du tournoi, le groupe A, le match, il y a les buts, il y a, c'est la Coupe du Monde qui vient d'être gagnée par le Maroc, où le Maroc s'est distingué très bien. Donc, vous savez, cette base de données, je l'ai générée ce matin avec ce fichier XML, je l'ai généré avec ChatGPT. Hein. Alors, ChatGPT, si vous lui dites, je veux un document XML qui contient, qui tac, 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 avant un bon prompt, ça nous donne ça. OK. Alors ici, donc, il y a ces données. Donc, on va voir, il y a le huitième de finale, il y a les quarts finales, jusqu'à là, la finale. Il y a tous ces éléments-là. Et après, par la suite, pour ce document XML, on va créer la DTD, on va créer le schéma. C'est un gros truc. Mais surtout, on va s'amuser à créer des feuilles de style XSL dans lequel on va essayer donc de s'intéresser, par exemple, le groupe, afficher voilà, donc par exemple, pour le groupe de C, donc vous voyez les matchs avec les buts, avec les buteurs, avec tout ça. Donc, c'est-à-dire, on peut filtrer, on peut faire des statistiques, faire des choses comme ça. Ça peut être un exemple d'application qui est intéressant. Alors, tout à l'heure, je vais vous présenter ça, voir comment faire la première partie. Et vous, je vais vous laisser vous amuser comme TD, comme exercice d'application. Et vous allez essayer donc de travailler dessus. C'est clair? Voilà, on va prendre la pause, il est 11h10. Donc, on va reprendre dans 15 minutes.